Hey, salut à tous, ici c'est Rak, et aujourd'hui l'on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Et oui, puisque bienvenue dans une nouvelle émission qui, vous aurez pu le remarquer au titre, porte le doux nom de Uchronia. Alors, Uchronia c'est quoi? Eh bien c'est une émission un peu hors série qui aura pour principe de raconter des scénarios faisant la part belle à l'Uchronie. Merci Captain Obvious. Mais qu'est-ce que l'Uchronie, vous me direz, vous? Eh bien nous pourrions traduire très simplement ça par futur alternatif. En fait, pour faire simple, l'Uchronie repose sur un principe tout basique, la réécriture de l'histoire à partir d'un point donné, pour changer les événements de celle-ci. En fait, c'est une chose souvent utilisée dans le divertissement et qui remonte au 1er siècle, enfin selon Wikipédia, avec Tite-Live, un historien de l'époque, qui évoquait dans son œuvre Ars Urbe Conditiali Bri ou Histoire de Rome depuis sa fondation en français, l'hypothèse qu'Alexandre le Grand ait lancé sa conquête à l'ouest et non à l'est, et qu'il aurait ainsi attaqué Rome et qu'en conséquence le monde ne serait pas dominé par les Grecs mais par les Romains. Plus récemment, vous pouvez retrouver de très nombreuses uchronies dans beaucoup de films, séries et jeux vidéo, comme par exemple l'excellente série Man in the High Castle, pour ne citer que lui. Enfin elle. Alors sachez que c'est parmi des scénarios et univers déjà établis que j'écrirai mes épisodes, et que je ne compte pas inventer personnellement un univers à part entière, vu que déjà pas mal de chaînes font ça. Bon, sauf s'il y a de la demande. Et aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une histoire alternative de notre monde via la série de jeux Fallout. Une série qui prend place dans un monde post-apocalyptique ravagé par une guerre nucléaire et qui reprend une idée toute simple: que serait devenu le monde si les événements se seraient déroulés comme on les imaginait dans les années 50. Alors avant de commencer, juste sachez que l'écriture de cette nouvelle émission est un petit peu différente pour moi, tant au niveau du contenu que du ton adopté, hein, vous le remarquez, là j'adopte ma voix normale, hein, en théorie c'est censé être sérieux, et j'insiste sur le mot théorie, et d'autre part sachez aussi que la série Fallout étant extrêmement riche, je ne m'attarderai que sur les événements principaux de celle-ci, enfin du moins ceux qui me paraissent importants, histoire de pas trop partir dans tous les sens. Ah et oui, évidemment, moult spoilers au rendez-vous. Allez, sur ce, après cette intro qui n'en finit pas, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. L'histoire de notre univers et de celui de Fallout sont en fait relativement proches durant plusieurs siècles. On commence à retrouver des légères divergences, mais sans grande influence, à partir du XVIIe siècle. Mais celles-ci sont en fait plus un prétexte à mettre en place les événements futurs que l'on retrouvera dans le jeu, mais n'ont au final que peu d'importance sur le cours de l'histoire avec un grand H. Là où les événements commencent à se préciser remontent en fait à la Seconde Guerre mondiale, avec le projet Manhattan, projet qui s'achève avec la première explosion de bombes atomiques aux États-Unis lors du test Trinity. Projet qui est suivi par le largage des deux bombes Fat Man et Little Boy sur Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et 9 août 1945. Ces événements marquent le début de l'ère atomique, et c'est à ce moment précis de l'histoire que la ligne temporelle de Fallout diverge de la nôtre pour créer son propre univers et histoire à part entière. En effet, les années qui suivent sont marquées par une guerre froide, mais qui ici va durer plus de 80 ans, et qui va faire évoluer le monde tant au niveau technologique qu'au niveau de la mode, différemment d'une autre. En effet, cette guerre froide va arrêter l'avancement des technologies domestiques au profit des recherches en armement et en robotique pour contrer le communisme. Ici donc pas d'écran plat ou d'autres avancées du style, mais des robots bien solides avec une intelligence artificielle bien plus développée que ceux de notre temporalité. Le monde se retrouve ainsi figé perpétuellement en quelque sorte dans les années 60, tandis que de l'autre côté, on insiste à des prodiges en matière technologique. C'est ainsi qu'on insiste par exemple au premier vol spatial habité dès 1961 par un américain dénommé Carl Baers. Celui-ci ne survit pas au vol, mais cet événement fait que les États-Unis s'imposent très tôt technologiquement. Mais les années 60 voient surtout le pays se doter du train le plus rapide du monde. Résultat de ces progrès technologiques rendant ainsi la circulation au sein de celui-ci plus rapide que jamais dans l'histoire. Cette invention, ajoutée à la peur rouge, mène en conséquence à la division des États-Unis en 13 Commonwealth ou communautés d'États. Ces Commonwealth, réunissant donc les anciens États entre eux, a pour but alors de rendre chacun de ceux-ci capitaliste par rapport aux autres, et d'ainsi renforcer l'économie du pays. Le drapeau national est alors changé en ne montrant que 14 étoiles, 13 pour chacun des Commonwealth et une centrale pour le gouvernement fédéral et la nation en un tout. La raison non officielle cependant de cette nouvelle organisation est en fait de pouvoir en réalité mieux contrôler le pays face à la peur rouge, résultat d'une paranoïa ambiante et grandissante qui envahit le pays
depuis maintenant plus de 20 ans. Mais ici, ce ne sont pas vraiment les Russes qui causent cette peur, et non, puisque celui qui va représenter un véritable danger dans les années à venir, c'est la Chine. Ainsi, pendant plus de 80 ans, grâce à cette réorganisation, les États-Unis entrent dans un âge d'or. Une société de consommation telle qu'il n'y en a jamais eu alors dans l'histoire voit le jour. Tandis que partout dans le monde, les réserves de pétrole et de ressources premières commencent à s'épuiser, l'Amérique, elle, est insouciante et ne se préoccupe que peu du lendemain, vivant dans sa propre utopie. Et oui, les Américains peuvent oublier leurs problèmes de tous les jours avec un bon Nuka-Cola ou encore avec le dernier robot domestique, un Mr. Handy comme on l'appelle, un robot à tout faire fonctionnant à l'énergie nucléaire. Énergie nucléaire qui s'avère être en réalité la seule énergie encore en quantité dans le monde. Et oui, car durant toutes ces années, l'Amérique a usé toutes ses réserves. Et en 2050, après 80 ans d'insouciance, la dure réalité revient en face. Les réserves de pétrole sont parvenues à leur terme aux États-Unis. Pétrole qui est pourtant devenu indispensable à cette société de consommation dévoratrice de ressources, tout comme bien d'autres pays à travers le monde, qui ont eux aussi pu profiter de cet âge d'or. La situation devient rapidement critique et des mesures s'imposent alors face à la pression. C'est alors qu'en 2051, les États-Unis, prétextant que l'instabilité politique et la pollution causée par le Mexique sont une menace à leur encontre, décident d'envahir celui-ci. Mexique qui, dans la réalité, ne peut en fait plus répondre à la demande des États-Unis en matière de pétrole, et qui n'a depuis longtemps plus les moyens d'entretenir une armée. Ainsi, à coup de manœuvres politiques et de sanctions économiques, les États-Unis réussissent finalement à mettre la main sur les précieuses raffineries et vident les ressources du pays à leur unique profit. Cet événement n'est alors qu'un prémisse de ce qui va bientôt arriver, la guerre des ressources. Mais en 2052, un autre problème majeur qui lui était inattendu voit le jour. En effet, une nouvelle épidémie apparaît aux États-Unis. Celle-ci tue rapidement des centaines de milliers de personnes à travers le pays. En conséquence, pris de panique, la toute première quarantaine nationale de l'histoire est déclarée et les États-Unis ferment aussitôt leurs frontières. La paranoïa n'a jamais été aussi forte depuis 1969. La source de l'épidémie est alors inconnue du grand public. Celle-ci est alors simplement appelée la nouvelle épidémie ou The New Plague en anglais. Mais en réalité, celle-ci provient d'espions chinois qui se sont emparés de plusieurs flacons contenant un virus mutant dénommé le Limite 115, ce dans le but d'utiliser l'arme biologique au cas où si une guerre se produisait. Mais les flacons se sont en fait brisés accidentellement sur une place publique à Denver, répandant celui-ci en plein parmi la population. Aucun remède n'est trouvé, mais l'État parvient néanmoins à garder le contrôle malgré la panique générale qui s'est installée. En avril de la même année, le manque de pétrole a quant à lui atteint l'Europe. Plein de petites nations font alors faillite. L'Europe, elle-même réunie dans des Commonwealth comme les États-Unis, ne peut plus subir l'inflation des prix du pétrole. Elle répond alors par un acte militaire à l'encontre du Moyen-Orient. C'est le début de la tant redoutée guerre des ressources. De mai à juillet, les nations se retirent ainsi peu à peu de l'ONU, tandis que celle-ci essaye de maintenir un semblant de paix. Elle s'effondre finalement en l'espace d'à peine 2 mois avant d'être officiellement dissoute le 26 juillet. C'en est à présent fini de cet âge d'or, le monde connaît une grave pénurie de pétrole mondial, et les États vont devoir s'entre-déchirer pour s'accaparer des dernières ressources. Le tout combiné à une nouvelle épidémie meurtrière et inconnue qui menace de se propager en dehors des États-Unis. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Cette guerre mène en décembre 2053 à l'explosion d'une arme nucléaire terroriste à Tel Aviv. C'est la première fois que l'énergie nucléaire est employée à des fins destructrices depuis près de 108 ans. Énergie nucléaire qui est pourtant présente dans le quotidien des gens à présent. Électricité, robots, technologie, l'atome est partout et l'on vante ses mérites quotidiennement. Le janvier suivant, un bref échange nucléaire a quant à lui lieu au Moyen-Orient. La menace d'une guerre atomique est maintenant bien réelle. C'est ainsi que devant cette menace et face à la nouvelle peste, qui est lancé la même année le projet Abri par le gouvernement américain. Celui-ci demande alors à la société de construction Voltec de construire des abris anti-atomiques publics à travers tout le pays, afin de protéger le peuple américain en cas de conflit nucléaire. Les abris sont en théorie censés être autonomes en eau, nourriture et énergie, et être assez résistants pour tenir plusieurs siècles, de quoi laisser le temps à la planète de guérir et aux humains de pouvoir reconstruire le monde une fois dehors, les retombées radioactives terminées. Des manuels de survie publiés par la même société verront d'ailleurs le jour en cas d'éventualité où la guerre aurait bien lieu, ce afin de survivre une fois sorti de l'abri. 6 années après, le mois de mars 2060 marque finalement la fin du trafic dans le monde. L'essence est devenue bien trop précieuse et bien trop chère pour être gaspillée dans des voitures. Des voitures électriques et à fusion commencent ainsi à être fabriquées pour faire face au manque. Seuls les États-Unis peuvent alors encore se permettre de conduire des voitures à essence grâce à leurs ressources présentes en Alaska. Cette fin du trafic mène en mai
désormais à la fin de la guerre euro-moyenne-orientale. Les gisements là-bas étant maintenant épuisés, le conflit n'a plus d'intérêt, d'autant plus que les deux camps se sont ruinés mutuellement dans cette guerre. Le Commonwealth européen se dissout alors en de nombreuses petites nations qui s'entredéchirent pour s'accaparer des dernières ressources disponibles sur le continent. L'URSS, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, tous sont à présent ruinés, et il ne reste plus que la Chine et les États-Unis en jeu. Dernière véritable puissance, ils vont pouvoir ainsi tranquillement étendre leurs opérations militaires sans rencontrer de véritable résistance, d'autant plus que les Nations Unies sont maintenant tombées depuis plusieurs années. La chose étant à présent de savoir si les deux pays vont coopérer entre eux ou bien entrer en guerre pour les dernières grandes ressources disponibles. Quoi qu'il en soit, toujours face à ces menaces, 3 ans plus tard, en 2063, les premiers abris sont enfin terminés et des exercices de retrait dans ces mêmes abris commencent à voir le jour parmi la population. Les sirènes de la ville donnent alors l'alerte à la population qui doit se rendre dans les abris, mais le nombre d'exercices répétés font que peu à peu celle-ci se lasse et le taux de participation devient de plus en plus faible. Les gens se disant que s'il y aurait une véritable guerre, l'alerte donnée serait différente. Mais ce qui est ignoré du public concernant les abris, c'est que d'une part, les places pour ceux-ci sont en réalité déjà réservées parmi la population par le gouvernement, qui choisit en fait discrètement les meilleurs candidats, et que d'autre part, ceux-ci serviront en fait d'abris expérimentaux pour une partie du gouvernement se considérant comme des hommes supérieurs, une partie qui se fera par la suite appeler l'enclave. Enclave qui, dans une base secrète différente, récoltera les données des différents abris pour choisir le meilleur plan d'action à la reconstruction de l'humanité. Ainsi, une fois enfermés dans les abris, les gens feront face à diverses expérimentations. Les plus chanceux seront cryogénérisés ou vivront en communauté pendant plusieurs années, mais d'autres, beaucoup, n'auront pas cette chance. Des abris sont ainsi volontairement non isolés pour laisser filtrer les radiations, d'autres sont quant à eux prévus pour lâcher constamment des drops psychotiques, certains ont un stock d'armement ouvert à tous, il y en a aussi qui proposent des expériences humaines, comme par exemple 1000 hommes enfermés avec une femme, ou 1000 femmes enfermées avec un homme, et enfin certains sont conçus pour bâtir une nouvelle société à part entière au sein de l'abri, basée par exemple sur les sacrifices humains pour la survie des habitants de l'abri, ou encore en offrant une réalité virtuelle constante à ses résidents, leur faisant jusqu'à oublier quand et où ils sont en réalité. Ainsi, seuls quelques chanceux ont au final la chance d'être logés dans de véritables abris, puisque sur les plus de 200 et quelques abris, 180 sont destinés à ces expérimentations. Mais ça, pour le moment, la population l'ignore, et se sent rassurée de par les abris. La menace d'une guerre retombe d'ailleurs finalement après plusieurs années, et certains abris sont même utilisés à des fins non conformes, comme par exemple des pianos-bars. Mais en 2066, un nouvel événement va faire raviver la possibilité de cette guerre, puisque l'inévitable arrive, et à court d'énergie fossile dont elle est dépendante, c'est au tour de la Chine de voir son pays s'effondrer. Il lui faut alors trouver de nouvelles ressources. Elle met donc au point un plan en 2 temps afin de ne pas voir l'effondrement de son gouvernement. Premièrement, trouver une nouvelle réserve de pétrole en haute mer dans l'océan Pacifique, et secondement, établir un échange commercial avec les États-Unis. Cependant, quand l'Amérique refuse de partager son pétrole et commence à saboter les opérations d'excavation de la Chine, les Chinois coupent toute discussion et lancent un assaut de grande envergure sur l'Alaska, la dernière grande réserve de pétrole des États-Unis. Après des combats acharnés, la Chine réussit finalement à s'en emparer. Mais les Américains mettent alors pour la première fois sur le terrain leur toute nouvelle arme. Il s'agit d'une armure assistée prénommée la T-45D. Conçue par la société Westech, celle-ci a en fait la mobilité d'un homme et la puissance d'un tank. Les armures assistées repoussent ainsi les Chinois qui battent finalement en retraite sur les lignes de front d'enchourage. Mais les choses se compliquent lorsque le Canada refuse de coopérer avec les États-Unis dont elles sentent de plus en plus la menace, en refusant la traversée du pays aux troupes américaines. Les Américains passent outre et commencent même à exploiter les ressources du pays. La tension monte ainsi de plus en plus entre les deux gouvernements et des émeutes commencent à éclater. Finalement, en 2072, une tentative de sabotage du pipeline d'Alaska donne l'occasion parfaite aux États-Unis pour annexer le Canada militairement, exploitant de force ses ressources et tuant tout résistant. Ces images, largement diffusées aux États-Unis, provoquent colère et manifestations, mais le Canada, n'ayant aucun moyen concret de se défendre et perdant peu à peu toutes ses ressources et territoires au profit des États-Unis, cède finalement aux demandes d'annexion. Il sera finalement complètement annexé en 2076. 2 ans plus tard, l'année 2074 marque quant à elle un tournant dans les négociations des États-Unis avec les autres pays. En réalité, elle marque même la fin des négociations, puisque le président annonce alors, après un débat agité, que les dernières réserves de pétrole connues dans le monde seront exclusivement utilisées par et pour les États-Unis. La chose est maintenant claire, les États-Unis comptent bien imposer leurs règles à tous et profiter de la dernière part du
gâteau. Le patriotisme redouble alors dans tout le pays qui est à présent complètement replié sur lui-même. Sans attendre leurs mots, les États-Unis lancent la même année une attaque continentale de grande envergure en Chine. Les Américains restent néanmoins bloqués autour de la rivière Yangtze et envoient donc aux premières lignes leur armure assistée, avec cette fois-ci un modèle perfectionné, le T-51B, nouveau fleuron de l'armée et symbole de la puissante Amérique face aux rouges. Cela permet ainsi à l'armée américaine d'avancer dans le pays vers la conquête de Nanjing et de Shanghai. Pendant ce temps, les Sino-Américains vivant aux États-Unis, sous prétexte d'être des ennemis communistes, sont expédiés vers ce que l'on appelle la Little Yangtze. Il s'agit en réalité de camps de concentration où ils subissent secrètement des expériences militaires. L'année suivante, en 2075, afin de rendre ces soldats immunisés à toute contagion et de guérir de la nouvelle peste, le gouvernement secret de l'enclave demande à la société Westech de créer un agent biologique connu sous le nom de projet Pawn Immunity Viron. Les premiers résultats montrent alors une augmentation de la masse musculaire des animaux cobayes, tout en réduisant leur activité cérébrale. De là, le nouveau but du projet change, et il est maintenant celui de créer des super soldats. Le virus créé est alors renommé Forced Evolution Virus, ou FEV, et les tests commencent secrètement sur le personnel militaire. Toutefois, lorsque le projet est divulgué à des soldats qui gardent la base, des mutineries éclatent, et les chercheurs sont exécutés. Cela déstabilise l'armée américaine, qui avait alors investi énormément dans le projet, armée déjà en ruine à cause de la guerre, et qui commence à être incapable de contrôler les émeutes civiles de plus en plus grandissantes parmi la population. Finalement arrive l'année fatidique de 2077. Cette année est tout d'abord marquée par l'explosion du prix de l'essence, qui passe à $7 450 le gallon et $8 500 pour du premium, soit près de $2245 le litre. Ce début d'année voit aussi la première utilisation des armures assistées envers le peuple américain lui-même, afin de contrôler la population et la mettre en quarantaine face à la nouvelle épidémie qui fait toujours plus de ravages. Les émeutiers deviennent alors violents et mettent le feu à certaines villes. La peur de contamination, mêlée à ces émeutes qui deviennent meurtrières quand les soldats arrivent, font fuir en masse les gens des villes. Des autoroutes entières se retrouvent ainsi bondées et bloquées face au manque d'essence devenu introuvable. Seules les voitures électriques ou à fusion empruntant des petites routes réussissent ainsi à fuir. L'anarchie est en train d'envahir le pays. En février, les recherches sur le FIV sont révélées au monde entier par une source inconnue. Les protestations redoublent alors dans tout le pays et les gouvernements du monde entier accusent les États-Unis eux-mêmes d'avoir causé la nouvelle épidémie. Ils craignent à présent tout ceci et des spéculations sur des super soldats font écho. La panique et la paranoïa présentes aux États-Unis s'étend alors dans le monde entier. Cette panique et anarchie grandissante poussent donc en conséquence le président américain et l'enclave à se retirer le mois suivant dans une base secrète maritime, tout en poursuivant là-bas une fois retirés les plans pour continuer la guerre en territoire chinois. Dans le même temps, Voltec sort son guide de survie de l'habitant d'abri, un guide qui arrive juste à temps puisque le 23 octobre 2077, des sirènes d'alerte retentissent dans les villes des États-Unis. Peu y font attention au vu du nombre d'exercices mis en pratique durant des années, sauf que cette fois-ci, l'alerte donnée est bien réelle. Les plus prévenants ou ceux ayant un accès à la télévision ou à la radio, ainsi que les présélectionnés, comprennent ce qui se passe et se dirigent à toute allure vers les abris. Les premiers missiles à tête nucléaire ont en effet été lancés et explosent à travers tout le pays. Personne ne sait qui a frappé le premier, les États-Unis ou la Chine, ou à moins que ce soit une attaque terroriste comme à Tel Aviv. Quoi qu'il en soit, les autres pays suivent le mouvement. L'heure des règlements de compte a sonné, les codes de lancement sont alors donnés et l'holocauste nucléaire a commencé. La panique est totale et les abris sont tous scellés en quelques minutes. Certains mal conçus ou non terminés n'ont en revanche pas cette chance et des gens se précipitent en masse vers ceux-ci, forçant leur entrée pour protéger leur famille. Mais, à de rares exceptions, seuls les présélectionnés réussissent finalement à rentrer à l'intérieur, la plupart des abris étant farouchement gardés et les entrées refusées. Une pluie de bombes atomiques s'abat alors, et en à peine 2 heures, des régions et des villes entières disparaissent. Le paysage est quant à lui marqué à jamais. Les mouvements des plaques tectoniques ont été alternés de par les bombes, des montagnes sont rasées et d'autres naissent. La surface telle que le monde l'a connue est changée à jamais. La plupart des humains présents ce jour-là meurent des explosions ou des radiations qui suivent dans les heures suivantes. Seuls quelques chanceux ont la chance de s'en sortir. Une semaine après les explosions, une pluie noire commence à tomber. Cette pluie noire, c'est en fait une pluie radioactive. Les plantes et les animaux qui avaient survécu meurent alors rapidement, et les épargnés sont quant à eux tous peu à peu irradiés, que ce soit par la pluie directement ou par les aliments ou l'eau dans les jours qui suivent. Les présélectionnés enfermés dans les abris sont eux pour les plus chanceux cryogénisés, en attendant que les niveaux
niveaux de radiation redescendent. Pour les autres en revanche, c'est le début du calvaire. Drogue psychotique, radiation volontaire, eau non filtrée, certains ne verront jamais la lumière du soleil de leur vie. Dorénavant, l'avenir de l'humanité repose entre les mains de l'enclave. Dehors, des années, des décennies, des siècles vont passer. Des années marquées par des mutations génétiques au sein des populations humaines et animales, et qui va voir émerger de nouvelles sociétés et espèces. Pilleurs, ghouls, cannibales, patriotes, sociétés utopiques, le mystère reste en tout cas complet pour les habitants des abris, qui s'ouvriront peu à peu au fil des années, la plupart bien cachés et oubliés, certains restant d'ailleurs toujours non découverts après plus de 2 siècles d'existence. Que cache ceci à leur intérieur? Quelle société s'est formée? Sont-ils toujours vivants? Et si oui, que vont-ils découvrir à l'extérieur quand ils sortiront? Le mystère reste en tout cas entier. Peut-être un jour un individu sortira de là et changera la face du monde qu'il découvrira. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Et bien voilà, c'était l'histoire de Fallout, du moins une bonne partie. J'espère que ça vous aura plu, je referai peut-être d'autres épisodes de Uchronia si c'est le cas de temps à autre. Moi en tout cas ça me plairait bien et ça change un peu de mes habitudes, tant au niveau de l'écriture qui adopte un ton plus sérieux, oui bonjour, c'est pour une tasse de café, qu'au niveau du montage, puisque ça me permet de tester et de faire de nouveaux trucs assez cool que je ne peux habituellement pas faire dans un épisode normal. Bref donc, si vous avez aimé et que vous en voulez plus, manifestez-vous, partagez, likez ou disez-le tout simplement dans les commentaires. Allez sur ce, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve prochainement pour un épisode cette fois-ci bien historique. Et oui, puisqu'on parlera